Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Avant de commencer, je voulais vous présenter Bière Actu, le premier pure player sur la bière et ses filières. Qu'est-ce qu'un pure player ? C'est un magazine d'information qui existe exclusivement sur Internet. Le concept, c'est une info à 3 voix avec des journalistes, des professionnels et des experts. Le site bière-actu.fr est en cours de lancement et je vous invite à le découvrir de manière totalement gratuite jusqu'au 13 septembre. Retrouvez également Bière Actu sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Allez, revenons au Podcapsuleur, direction aujourd'hui le Grand Est. Saison 3, épisode 6, la brasserie 3 Mâts à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Après une première vie de commercial dans le houblon et après avoir visité des dizaines de brasseries, Erwin Zohn avait l'intention d'ouvrir la sienne. Mi-breton, mi-alsacien, c'est à Strasbourg qu'il s'installe en 2016. Mais pour ne rien renier de ses origines bretonnes, le 3 Mâts semblait un bon symbole. Mais le 3 Mâts, c'est aussi le staff de la brasserie, car le jeune matelot n'a pas manqué de s'entourer de 2 autres compagnons de voyage. Salut Olivier, bienvenue à la brasserie 3 Mâts. À Strasbourg, basé depuis 2016 maintenant, dans le quartier du Neuhof. Merci de nous accueillir, Erwin. On est avec Benoît du podcast Bière et Moustache. C'est le régional de l'étape. Bonjour Benoît. Salut. Pour commencer, Erwin, raconte-nous un peu l'histoire de cette brasserie. Une brasserie relativement jeune, 4 ans, mais c'est déjà 4 ans d'expérience. Alors, c'est 4 ans d'expérience. Effectivement, il y a eu pas mal de tests qui ont été faits. Comme dit, moi j'ai commencé avec un système de brassage de 5 hectolitres à la base, et l'idée c'était de faire des bières qui amènent les gens à voyager, donc travailler les levures, travailler les maltes qui viennent pas forcément uniquement d'Alsace mais d'un peu partout, ainsi que les houblons. Et la première bière a été lancée en septembre 2016 et qui était une rye IPA, la fond de cale, qui était extrêmement dure à brasser, ça je m'en souviendrai toujours d'ailleurs, avec une grosse dose de seigle. Et j'ai réussi à changer un peu le système de brassage là, mais c'était galère, mais c'était sympa au final. Explique-nous qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu as appris ton métier de brasseur ? Alors moi j'ai des souches bretonnes, donc je suis à moitié breton, à moitié alsacien. Le métier de brasseur a été appris un peu dans la cuisine de mon père à la base, aimant la cuisine, donc le mélange des saveurs, etc. Ce qui m'a amené à faire un BTS agroalimentaire, donc faire du fromage, un pôle brasserie un peu fermentaire. Donc ça pendant 2 ans, et ce qui m'a donné la chance d'aller au Québec en stage. Donc pendant à peu près 7 à 8 mois. Donc c'est là où j'ai découvert un peu tout le système de brassage, les nouvelles bières, les bières typées américaines, typées belges, parce que ça reste quand même 2 pays qui font bonne image là-bas. Ils arrivent à bien mélanger les choses. Et ça m'a donné envie de continuer. Donc j'ai continué sur une licence pro boisson. Donc là c'était vraiment spécialisé bière, alcool fort. Et voilà, après j'ai continué en tant que brasseur en Écosse dans une distillerie et dans différentes brasseries en Suisse. Et j'ai un peu travaillé dans le houblon pendant 2 ans à la coopérative agricole de Strasbourg, où là j'étais commercial pendant 2 ans et j'ai été en relation de tout ce qui était micro-brasserie, vente de houblon. Donc je me suis spécialisé dans le houblon à ce moment-là et j'ai lancé ma brasserie après. C'est une bonne école, le Québec, pour se mettre le pied à l'étrier ? Le Québec est une très bonne école. Comme dit, il y a les styles américains, les styles belges qui se mélangent. Il y a un esprit créatif. Moi, j'ai vraiment trouvé l'esprit créatif là-bas, en fait. Voilà. Sur des systèmes de brassage assez hallucinants, parce que ça n'a rien à voir avec la France. Et c'est top. Qu'est-ce que ça a de différent ? L'esprit, la convivialité. Moi, j'ai trouvé l'esprit très ouvert au niveau du Québec. Après, c'est peut-être moi, français, qui suis allé là-bas aussi, là. Après, ça va être la touche belge sur des arômes un peu américains, très houblonnés, etc., quoi. Donc des bières assez punchy au niveau arôme, avec des côtés très maltais et des degrés en alcool qui montent un peu plus haut en général aussi. Ta brasserie ici à Strasbourg, c'est la brasserie 3 Mâts. Si on considère que tu es l'un des mâts, qui sont les 2 autres ? Alors les 2 autres, ça va être Julien qui va gérer toute la partie gestion financière, etc. Donc qui m'a rejoint maintenant il y a 2 ans. Et Guillaume qui nous a rejoint il y a maintenant à peu près 6 mois, un peu plus, 8 mois, qui s'occupe de tout ce qui est commercialisation, contact, distribution avec les nouveaux clients, ce genre de choses. Mais à la base, tu étais seul ?
À la base, j'étais seul. Ouais. J'étais un couteau suisse. Donc, c'était tout ce qui était brassage, livraison, démarchage, commercialisation, gestion des comptes, etc. Donc, 3 mâts, là, c'est mieux. La question de Benoît. Ouais, et du coup, est-ce que c'est au Québec que t'es venu un peu cet amour du travail des levures? Beaucoup. Moi, c'est là où j'ai été surpris qu'on pouvait vraiment différencier les styles. Au départ, je pensais que c'était juste le malt, le houblon, etc. et l'eau. Alors l'eau fait une grosse importance. Mais les levures, ouais, ils utilisaient aussi une souche dans chaque type de bière et on voyait la différence du tout au tout. Et ouais, c'est ce qui m'a donné envie de refaire ça ici, quoi. Voilà, une souche pour chaque type de bière. Et amener une souche spéciale, anglaise, belge, américaine, ce genre de choses, pour adhérer à des styles. Aujourd'hui, tu as 8 bières dans ta gamme permanente, 8 levures différentes. Alors, il y a à peu près 8 levures différentes. On est sur la gamme l'allemand, pour être transparent. Il va y avoir de l'abbaye, il va y avoir les styles américains qu'on connaît de l'allemand, il va y avoir les styles anglais, les London, les Windsor, ce genre de choses aussi. Et après, il y a quelques mélanges qui se font aussi entre levures. Donc ça, c'est des petites recettes qu'on met de côté, quoi. C'est le secret du brasseur. C'est le secret du brasseur. Après, on va jouer sur les houblons aussi. On va pas forcément utiliser beaucoup de houblons dans nos bières. Ça va être plus des bières équilibrées en termes de sucre, amertume, etc. Pas des bières très alcoolisées non plus. La plus forte fait 9. Ensuite, on passe à 6 et le reste de la gamme, on est à 5, 4, 8 à peu près d'alcool. La plus faible est une session IPA qui fait 3,5% d'alcool. Et voilà, l'idée c'est vraiment travailler les levures, le malt, le houblon vraiment dans certaines types IPA, mais c'est tout. On parle de la levure, si on parle un peu de l'eau, on est sur la nappe phréatique d'Alsace. Alors on est sur la nappe phréatique d'Alsace, on est sur l'eau du réseau du Neuhof, mais qui est très bonne. Au demeurant. Il n'y a pas eu de correction à faire, mis à part le pH comme ça partout après. Mais elle est bien. Elle est peut-être plus adaptée pour le style de stout et les ambrés ici, un peu plus difficile sur les blondes. Ouais, je dirais que c'est plus une bière, une eau à stout au Neuhof. Quand tu t'es installé ici il y a 4 ans, quel était un peu le paysage brassicole à Strasbourg et dans les environs ? Alors, il y a 4 ans, alors sur Strasbourg, on est un peu un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a la brasserie Perle, il y a la brasserie Bendorf et maintenant la brasserie Trois-Mâts. Donc on est vraiment à 10 minutes l'un de l'autre. Après, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de brasseries qui se montent, mais on reste totalement différent au niveau style derrière. On est à peu près une 60 ou 70 en Alsace. Donc ça ouvre, ça ferme. Sur Strasbourg, il n'y en a pas des masses qui ouvrent. Ça va être plus du côté de Colmar. Là, c'est un peu plus dynamique. Peut-être qu'il y a plus de place, peut-être que c'est moins cher, peut-être qu'il y a plus de possibilités de développement aussi derrière. Avoir un local à Strasbourg, c'est quand même assez compliqué. Les loyers ne sont pas forcément donnés non plus. Voilà. Après, ici, on a eu des aides. On est en zone franche urbaine, donc on a des aides à l'installation, à l'investissement. Moi, j'ai eu 50% d'aide à l'investissement, donc ce qui est vachement bien quand tu te lances. Et après, on est exonéré sur les impôts, sur les bénéfices, etc. Voilà, pendant un certain temps. Donc ça nous laisse à un moment donné l'espoir de grandir assez rapidement et de ne pas être trop chargé tout de suite, parce que ça reste une entreprise et on est bien chargé en France, voilà, sans faire... voilà. L'Alsace a une vraie histoire brassicole, bien sûr, avec des brasseries historiques comme Cronenbourg. Les Alsaciens sont curieux, les Alsaciens ont envie de découvrir d'autres bières. Comment est-ce qu'ils t'ont regardé, peut-être un peu de travers, quand tu es arrivé avec ta gamme ? Non. Au contraire, tout a été bien reçu. Le secteur brassicole, en tout cas microbrasserie, connaissant déjà un peu à la base pratiquement la totalité des microbrasseurs à Strasbourg via mon passif de commercial dans le houblon, ça s'est bien passé, honnêtement. Ça reste une famille, on s'entend bien. Après, il y a toujours le côté vente derrière, forcément, ça faut pas se leurrer, mais il y a toujours de la bonne entente au final. Donc ça a été très bien accueilli. Alors après, effectivement, le nom Trois-Mâts à Strasbourg, là, tout le monde n'a pas compris, donc il fallait un peu expliquer. Mais après, la gamme était en adéquation avec l'image et c'était très bien parti, surtout au niveau du bouche à oreille, ça a très bien fonctionné. Alors justement, pourquoi Trois-Mâts ? Alors parce que j'ai des souches bretonnes, voilà, donc je suis à moitié breton et je voulais refaire véhiculer cette image dans la brasserie. Donc ayant pas mal aussi voyagé,
Donc comme dit tout à l'heure, en Suisse, en Écosse et au Québec, l'idée c'était de réamener le voyage dans la bouteille. Voilà, donc le consommateur voyage en buvant de la 3 mâts. Quand on voyage au Québec ou en Angleterre ou ailleurs, on tombe sur des bières complètement différentes. Ces voyages t'ont inspiré pour créer ta gamme? Oui, alors surtout au Québec, tout ce qui est style IPA, je crois que c'était en 2010. J'étais un peu novice en bière à l'époque. Et la première bière que j'avais goûtée était au Québec, donc, et c'était une IPA. Et j'étais, bluffé. Je me disais, ok, on peut faire ça là, c'est un jus de fruits, mais c'est vachement bon. Et après, tout ce qui était voyage en Écosse, c'était surtout les bières typées Stout et typées Ambré, les rousses, les Irish Red Ale, ce genre de choses, quoi. Où il y a un côté un peu rustique, un peu caractériel, que je voulais remettre dans les rousses qu'on fait aujourd'hui, quoi. Voilà. Et après, c'est un esprit, c'est retravailler le mâle, travailler les levures, travailler les houblons. Voilà. L'an dernier, tu as produit 1000 hectos. C'est un bon rythme de croisière pour un 3 mâts? C'est plutôt pas mal, vu que on est parti de loin. On est parti très très loin. Au bout de 2 ans, la brasserie a failli péricliter. Donc on a réussi à rebondir derrière, en rechangeant un peu tout le marketing, etc. Et là, on est content. On est très content. Donc 2020 va être encore une belle poussée derrière, au niveau production. On va faire un peu plus de fûts en 2020. Les bouteilles, on va se reconcentrer dessus aussi, parce que les ventes avaient chuté. Donc ça promet des belles choses, quoi. Alors, nous voilà dans la cuisine de la brasserie 3 mâts. Là, c'est là où tout se passe au final. Donc tout ce qui est brassage, fermentation, garde, embouteillage, capsulage, refermentation, refermente en bouteille et en fût. Et ensuite on étiquette. Donc on est sur à peu près, en termes de temps de production, on est sur à peu près 5 semaines grand maximum. Du brassage jusqu'à la dégustation de la bière et à la vente, quoi. Au niveau du système de brassage, alors on est sur 2 cuves. Une cuve qui fait brassage, donc empâtage et ébullition, et une cuve filtre. Voilà. Donc c'est 2 cuves de 5 hectolitres qui sont en semi-automatique, donc je peux pré-régler mes recettes et puis après faire ce que j'ai à faire en attendant. Après, il reste quand même tout ce qui est les connectiques à la main, pompe, etc. 2 cuves de 15 hectolitres, donc c'est 2 cuves en fond plat qui ne sont pas isobars. Donc d'où la refermentation après en bouteille et en fût. Donc l'idée c'est de fermenter la bière dans un pendant à peu près 5 à 7 jours. Les levures fonctionnent assez bien. Une fois que la fermentation est terminée, je fais un transfert dans la 2e cuve pour libérer la première. Et là je passe à la garde. Voilà. Donc la garde va durer 1 semaine et demie, 2 semaines. Et ensuite on envoie dans tout ce qui est partie resucrage, relevurage. Donc à chaque fois je mets des levures sèches à nouveau pour la prise de mousse. Donc l'embouteillage, on fait à peu près 500 litres, c'est des coups de 500 litres à chaque fois. Donc on fait à peu près 3 heures pour embouteiller 500 litres en 33 centilitres à 3. Voilà. Donc tu déconnectes ton cerveau là et tu deviens très con. Voilà. Et après, go quoi. À la main? À la main. À la main, on embouteille à la main, c'est un vide dans la bouteille, ensuite une personne met la capsule sur la bouteille, on capsule, c'est une pneumatique, donc là ça va au niveau du coude, pas de problème, mais ouais c'est du temps, mais bon c'est des bonnes marades à chaque fois, quoi. Et puis l'étiquetage? Et l'étiquetage, alors ça c'est une personne qui peut gérer ça tout seul, donc on est à peu près à 1500 bouteilles en 1h30 à étiqueter. Voilà. Donc ça c'est du matériel, l'étiqueteuse c'est du matériel italien. Alors pareil, on envoie la bouteille qui est nue au final et puis on l'habille tranquillement jusqu'à ce qu'on la livre et qu'on la vende. Si on revient sur ta fabrication, quelles sont un peu tes techniques, ta façon de faire d'une bière à l'autre? Je vais fonctionner surtout par, on va dire, style. Là, on est en fermentation haute, on peut pas faire des fermentations basses. Je vais faire des multipaliers sur certaines, sur la plupart d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que je vais d'abord faire un palier protéique à 51 degrés pendant un certain temps. Je vais monter à 63, ensuite à 73.
Tout dépend des recettes et des types de bières que je veux. Je vais plus laisser à 63 certaines, un peu plus longtemps, plus à 73 longtemps aussi sur certaines, pour extraire les différents sucres. Et après, sur tout ce qui est style anglais et irlandais, je vais plus aller sur un monopalier. Voilà, donc là je vais rester à 68 et monter après pour tout ce qui est désengage des enzymes, là, pour qu'il se passe grand chose. Et voilà, ça va être ça. Et après, tout ce qui est fermentation, c'est des fermentations hautes. Donc l'idée, c'est de commencer à fermenter aux alentours de 18,5, 19 degrés. Et je vais laisser tout doucement monter la température pour que les arômes de la levure se développent un peu plus. Et je vais stopper à partir de 19 à peu près. Ouais, 19,5, 20 degrés pour laisser tranquillement agir le truc. Donc la fermentation dure une petite semaine? Ouais, alors sur les bières un peu chargées en alcool, on est sur une semaine, 7 à 8 jours. Pour les plus classiques qui sont à 4,8% d'alcool, ou enfin un peu en dessous de 5, on est sur 3 jours de fermentation. Donc ça va assez vite. Voilà. Donc il n'y a pas trop de goût de levure. On dose avec minutie derrière. Et 3 jours de fermentation, on laisse une semaine et demie en garde. Pour les bières les plus faciles, on va dire, à produire. Pour les bières qui sont un peu plus chargées en levure, donc plus élevées en alcool, on laisse 2 semaines à peu près, pour que la bière soit bien claire. Tu nous as dit que ta production annuelle sur 2019, c'était 1000 hectos. Bouteilles et fûts? Alors bouteille et fût, c'est ça. Alors à la base on était parti sur des bouteilles, on faisait plus de ventes de bouteilles qu'en fût. On a dû changer les bouteilles, le fût a pris le dessus, donc on est plus en prod de fût qu'en bouteille. Maintenant on est aux alentours de 70% bouteilles et le reste en fût. Et le projet d'augmenter en fût. On a pas mal de demandes en fût, les bars strasbourgeois nous en demandent pas mal. Donc l'idée, là, en 2020, c'est de produire à peu près 500 à 600 hectolitres en fût supplémentaires. Et faire toute la prod bouteille et partie fût ici aussi. Mais comme on n'a pas forcément assez d'espace, c'est de déléguer une partie du brassage à des amis brasseurs derrière. Voilà. Pour avoir une stabilité propre, à savoir que certains bars n'ont pas forcément de compensateur. En été, il fait très chaud, donc il faut avoir une stabilité au niveau du CO2 clean. Voilà, c'est pour ça qu'on passe par eux. La distribution, les bars, bien sûr, mais pas que? Alors pas que, non, on est aussi en GMS. On est chez certains Auchan, Carrefour, Cora, Match aussi, Super U, voilà. Ouais. Donc là ça commence bien à rentrer. Après on est aussi dans pas mal de bièreries sur Strasbourg qui nous ont bien aidés au début parce que c'était chez eux à la base qu'on est allé aussi, et après la demande croissante et puis le besoin aussi de se tirer un salaire fait que tu vas un peu aussi ailleurs derrière, quoi. Pas de bio? Alors pas de bio, non. Pourquoi pas de bio? Parce que ayant travaillé justement de le houblon, où on faisait du bio, la législation te permet d'avoir 10% de conventionnel dans ton bio. Ce que je trouve complètement incohérent. Ensuite, travailler avec des houblons qui viennent des États-Unis ou de très loin, pour moi, il y a une incohérence totale par rapport à ça. Après, c'est une gestion aussi à voir qui est relativement compliquée. Si on est en full bio, c'est bien. Après, il y a des contraintes au niveau qualité, gestion des stocks, etc. Si maintenant moi j'avais à mettre du bio maintenant dans la brasserie, il faudrait que je sépare tout. C'est très compliqué à l'heure actuelle de le faire. Il y a de la demande, ça on en est conscient. Mais après d'un point de vue personnel, voilà, c'est pas encore pour maintenant. Alors tu disais que tes bières ont été inspirées de tes voyages et de tes expériences à l'étranger. Finalement, dans les recettes, tu tapes un petit peu partout, tu fais venir ton houblon de l'étranger, tu bosses aussi avec des houblons locaux? Alors le houblon, ça va être un peu le seul ingrédient qu'on va avoir qui vient d'un peu de différentes contrées. Alors on va utiliser des houblons américains pour avoir vraiment des styles typiques américains, IPA, etc. Après, sur les locaux, oui, ça va être surtout de l'amérisant qu'on va utiliser. De l'amérisant, et sur une pale ale, notamment la casserole, ça va être un houblon produit en Alsace qu'on utilise. Voilà.
Mais la majorité sont achetées en Alsace et le reste, ça va être effectivement aux États-Unis pour une des bières de la gamme. Voilà. Après, on va utiliser des épices, alors qui ne sont pas forcément locales parce qu'on ne peut pas forcément utiliser. Tout ne pousse pas ici, notamment de la coriandre, de l'orange, de l'hibiscus. Bon, c'est pas forcément planté non plus en France, mais voilà, on va utiliser ça. Et les levures, c'est produit un peu partout. Là, c'est un être vivant, donc. Ça vit sa vie. Et sur les céréales, ça va être du franco-suisse. Donc on les achète chez Malterie, les Maltiers, qui ont une gamme assez vaste et très intéressante au niveau qualité, notamment sur le Pale Ale, le Pils. Après, sur les bières un peu spéciales, typées Ambré et Stout, ça va être des maltes anglais. Voilà. Donc des maltes de la malterie Paul Malt, si ça vous dit quelque chose, qui sont très très bons. Voilà. Les 5 dernières minutes avec la dégustation, bien sûr. Erwin, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors là, je vais vous proposer, on va commencer par une blanche qui s'appelle la Polaris. Donc il y a une bière typée belge, donc levure belge, il y a de la coriandre, de l'orange et de la camomille dedans. Donc qui donne un côté un peu herbacé et fruité en même temps. On est à 6% d'alcool, donc il y a 50% de blé dedans, vraiment pour adhérer au style. Et on est sur une levure typée belge. La camomille, c'est avant d'aller dormir ? Ouais, alors c'est ça, c'est un coup de camomille, un coup d'alcool, et puis tu dors bien, quoi. On goûte. Alors, sur la Polaris, on est sur une bière légèrement troublée due au malt. Donc comme dit, il y a 50% de malt dedans. Après, pendant le brassage, j'ai rajouté de la camomille, de l'orange, de l'écorce d'orange douce, et de la coriandre en grains, voilà, que j'ai concassé au préalable. Après, au nez, on est sur quelque chose de pas trop fruité, c'est assez équilibré. On est plus sur l'orange, un gâteau à l'orange un peu sucré, mais ça va pas forcément prendre le dessus. La coriandre, on va plus la sentir en bouche. En bouche, on est sur quelque chose de relativement rond, pas forcément très pétillant, très légère amertume. Mais là, on va plus sentir la coriandre derrière. Voilà. Et un côté un peu vanillé qui vient de la camomille. Un peu foin. Deuxième dégustation. Alors, la deuxième, on passe sur une bière un peu plus classique. Ça va être la blonde de la brasserie qui s'appelle la Casserole, qui a été brassée pour un restaurant en association avec un restaurant qui s'appelle la Casserole à Strasbourg. Et c'est une blonde, pareil, typée belge, qui est faible en alcool. On est à 4,8 degrés, dans laquelle on a rajouté un peu de coriandre pour un peu fruiter le tout. Donner un côté un peu punchy, on va dire, pour une blonde. Elle est assez ronde, assez fruitée, bizarrement, même s'il n'y a que de la coriandre, mais les arômes viennent plus de la levure, au final. Voilà, donc on est sur quelque chose de très clair, très limpide. Et au niveau couleur, doré. Donc on va goûter. Alors sur la casserole, on est sur une robe très très claire, jaune paille, très claire, très limpide. Ça n'a pas été filtré, hein, c'est vraiment les levures qui ont très bien sédimenté. Au niveau du nez, on est sur quelque chose de relativement... mais il y a du maltais, mais on est sur quelque chose d'assez doux, un peu épicé dû à la coriandre, et puis aussi aux esters de la levure. La mousse tient bien. On est sur un bon palier aussi au niveau du brassage. Et en bouche. On est plus sur le maltais. On se rapproche pas forcément d'une lager. Ça reste une fermentation haute, mais on sent bien le malt derrière, voilà. Et le côté coriandre vient prendre un peu derrière au niveau du palais. Et on est relativement doux, ça c'est rond. Et voilà, c'est une bière de soif à boire en été. Barbecue. Alors on peut mettre du picon là, mais on va pas le faire. Certains le font, mais le disent pas. Voilà. Troisième dégustation. Alors, troisième dégustation, là, on est sur une bière qui s'appelle la Calypso. Donc, c'est une bière aux inspirations orientales. Donc, on est sur une bière blonde à la base, mais qui est brassée avec des épices type rooibos, sureau et de l'hibiscus pour colorer un petit peu. Donc, on est sur quelque chose de relativement fruité, plus typé fruits rouges, et des notes sucrées au nez
qu'on retrouve pas forcément en bouche. On n'est pas sur quelque chose de sucré comme des bières type cric ou autre. Et voilà, la couleur, on est sur quelque chose d'orangé rouge, un peu rose on va dire, ça dépend des reflets. Au nez, on est sur de la framboise, pour moi un peu fraise, coulis de fraise, coulis de framboise, et en bouche. On a une légère acidité qui vient de l'hibiscus. Donc à savoir que si on chauffe l'hibiscus, on a une légère acidité comme des infusions. Je vais retrouver le nom. C'est... je retrouverai pas tout de suite, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est une fleur, donc c'est un peu acide à chaud. Et le côté sucré vient un peu du sureau, mais très léger. Voilà. Donc c'est une bière à 5,5, bière d'été. La couleur est très étonnante parce que on n'est pas sur de l'ambré, on n'est plus sur de la blonde, on est vraiment sur quelque chose de, oui, un peu orangé, rose, saumon. Ouais, plutôt saumon, ouais, plutôt saumon. Hibiscus plus bière blonde, on va tirer vers le un peu rose orangé, quoi. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de colorant. Le colorant est naturel, ça vient de l'hibiscus, c'est tout. Voilà, en infusion. 4e et dernière dégustation. Alors la 4e et dernière, ça va être l'Apocalypto, c'est notre bière typée belge triple de la gamme. Donc on est sur une bière avec une levure belge qui titre à 8% d'alcool. Il y a de la coriandre et un peu d'orange dedans pour toujours adhérer au style belge. Au niveau couleur, on est un peu plus trouble, un peu plus chargé aussi en levure et en malt. Au nez, un peu sur la banane, très léger, banane bien mûrie, on va dire. Ça vient de la levure. On est sur quelque chose d'assez rond, un peu caramélisé. Dedans, il y a du sucre candy pour un peu augmenter l'alcool et avoir quelque chose de caramel au final. Pas très amer. L'alcool réchauffe un petit peu. Et voilà, c'est une bonne bière de soirée, d'hiver, voilà. Ou d'anniversaire, de mariage, on peut faire la fête avec. Là, on a goûté 4 bières. Sur les 4, il y en a 3 où tu donnes un style belge en rajoutant coriandre et orange. J'aime beaucoup les bières belges. Je trouve que ça donne vraiment une caractéristique. Après, comme dit, sur la Calypso, on est sur du rooibos, sureau et hibiscus. Après, sur d'autres styles, notamment la stout, on va utiliser de la gruée de cacao pour apporter un côté chocolaté. Et la blanche, pareil, un peu de camomille derrière. Mais ça va être vraiment les seules bières qui vont être utilisées avec des épices dedans, quoi. Voilà. Après, coriandre, j'aime bien, là. C'est sympa. J'aime beaucoup les bourbons, du coup c'est pour ça que la coriandre est intéressante. Non, je plaisante, mais non, ça apporte une touche un peu fruitée, un peu épicée. Et tout le monde n'aime pas la coriandre, mais on essaie de la mettre avec subtilité aussi derrière pour pas que ça prenne le pas. Si on sent trop une épice, c'est que l'épice ça a été trop dosé. Donc il faut qu'elle soit là, qu'on la devine, mais qu'on la devine après l'avoir dit, en disant tiens voilà, c'est de la coriandre. Mais si on la devine tout de suite, c'est pas bon. C'est que le dosage a été mal fait en fait. Alors on aimerait bien faire une Imperial Stout à la brasserie. Quelque chose de bien rond, notamment à la fève de tonka. Donc utiliser de la fève de tonka dedans pour donner un côté très exotique, très chocolaté, très café. Et avoir les esters vraiment de la levure avec une fermentation assez active mais qui monte bien en alcool, donc avoir des esters intéressants, mais où on sent pas forcément l'alcool en bouche, voilà, histoire que ça soit un peu piège derrière. Voilà, ça c'est un peu le projet de la brasserie. Et sinon pour le reste, on va déjà commencer par faire ça parce qu'on a quand même 8 bières, donc il faut les brasser. Donc l'idée c'est ça, une stout, et après continuer à améliorer petit à petit les différentes recettes, les affiner au fur et à mesure, sans qu'on sente une grosse ou réelle différence. Mais de se dire même nous-mêmes, en tant que brasseurs, on est vachement, faire très attention, on n'est pas forcément... On va assez mal juger notre propre production. C'est difficile de dire à un moment donné, moi quand je sors une bière, ah putain elle me plaît. Si elle me plaît, c'est là, ouais ok j'ai réussi un truc. Mais ouais, on va retravailler justement pour que chaque bière nous plaise au fur et à mesure, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez pensé à travailler avec des barrel-aged, ce genre de choses, ou c'est pas forcément au programme, parce que c'est un peu dans l'air du temps, il y a beaucoup de brasseries qui commencent à travailler
Est-ce que c'est prévu ou... Alors, c'est une idée qui va mûrir au fur et à mesure. Comme dit, on n'a pas forcément beaucoup de place. Mais l'idée de vieillir une bière relativement forte en fût, ouais, c'est quelque chose qui nous botte assez. Au Québec, on en faisait pas mal, surtout dans des fûts de Jack Daniel, sur des stouts, enfin c'était juste magnifique. Ça prend du temps, mais ça c'est pas grave, hein, on le met de côté. Mais ça, ou même travailler avec du mou de raisin, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, sachant que les vignes en Alsace, il y en a quand même pas mal. Et faire une bière avec du mou de raisin vieilli en fût de chêne, là ça peut être intéressant aussi. Ouais. Merci à Erwin Zone pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci à Benoît du podcast Bière et Moustache de m'avoir servi de guide dans la capitale alsacienne. Comme d'habitude, vous pourrez découvrir la brasserie en images sur les réseaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire en laissant un message sur les réseaux sociaux, en le partageant avec vos amis ou en soutenant le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur Tipeee pour soutenir le Podcapsuleur et me donner les moyens de continuer d'aller à la rencontre des brasseurs. On se retrouve très vite. D'ici là, rendez-vous sur bière-actu.fr et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.